Une piste avec les cerfs-volants ont montré une activité très importante en krypton dans l'atmosphère au-dessus de La Hague, des bouffées de l'ordre de 90 000 becquerels par mètre cube. Et comme ces bouffées interviennent chaque fois qu'il y a de la dissolution, autrement dit en permanence durant les heures ouvrables, le fonctionnement de l'usine, il y a en moyenne des niveaux de krypton qui peuvent être, selon les mesures d'ailleurs d'Areva aujourd'hui, de l'ordre de 1000 becquerels par mètre cube, en permanence, en moyenne annuelle, dans certains villages autour de La Hague. Autrement dit, les gens autour de La Hague respirent en permanence du krypton radioactif, en clair de l'air radioactif. L'usine de La Hague est vraiment une des installations du monde qui a les autorisations les plus importantes. Si on regarde par exemple la quantité de krypton qui a été rejetée par l'ensemble de tous les essais d'armes nucléaires, les 500 essais atmosphériques d'armes nucléaires, c'est de cet ordre de grandeur. On voit que l'usine de La Hague, en une seule année, par exemple en 99, a rejeté dans l'atmosphère plus de krypton 85 que toutes les explosions atomiques qui ont été faites pendant des décennies par l'homme. Et comme la période de ce gaz est de 10 ans, il s'accumule progressivement dans l'atmosphère. On le voit par exemple sur ce graphique. Depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, les années 90 et 2000, la concentration en krypton radioactif dans l'atmosphère de l'hémisphère nord ne cesse d'augmenter. Et ça, c'est dû au rejet des installations de retraitement, dont évidemment La Hague. Certains éléments radioactifs, comme le tritium ou le krypton 85, sont très difficilement piégeables. Il serait extrêmement coûteux de les récupérer. Mais l'usine de La Hague a l'autorisation de les rejeter en grande partie ou en totalité dans l'environnement. Cette autorisation est fixée par l'autorité de sûreté nucléaire qui contrôle toutes les installations. André-Claude Lacoste en est le directeur général. Alors, comment sont fixés les rejets de l'usine de La Hague? Oui. Alors, c'est un processus dans lequel l'exploitant, donc en l'occurrence Areva, nous écrit désormais pour dire voilà les rejets que nous souhaiterions faire. Alors, premièrement, nous faisons une étude technique en nous appuyant sur notre appui technique, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, pour regarder si la demande est techniquement raisonnable. Est-ce que les rejets demandés correspondent à ce qui est raisonnable? Et puis nous faisons une deuxième étude. Est-ce que les rejets, tels qu'ils sont demandés, peuvent ou non avoir des conséquences sur la population alentour? Et nous essayons ensuite de fixer un niveau d'autorisation de rejet aussi faible qu'il est possible en tenant compte de ces deux éléments. Quand on cisaille les barres de combustible, on relâche des gaz rares, dont le krypton 85 par exemple. C'est typiquement un gaz qu'on ne peut pas piéger, et donc la norme va être proportionnelle à l'activité de l'usine. Est-ce que c'est correct? Face à une situation de ce genre, nous disons à Cogema, regardez la façon dont vous pouvez modifier vos processus, regardez la façon dont vous pouvez piéger tel ou tel rejet, et nous vous fixons telle échéance pour nous présenter les résultats de vos recherches. Est-ce qu'on peut piéger le krypton 85? Jusqu'à présent, non. Mais nous avons demandé à Cogema de chercher à réduire ses rejets sur ce genre de sujet. Ce n'est pas facile, je veux dire. L'usine de La Hague a sa propre équipe qui fait des prélèvements et contrôle ses retombées radioactives. Nous rencontrons son responsable, accompagné du directeur de la communication du site. Est-ce que les rejets de l'usine contaminent l'environnement? Non, je ne parlerai pas de contamination. Nos seuils de mesure sont tels que on détecte la radioactivité naturelle. Et donc, nous sommes dans le bruit de fond de la radioactivité naturelle. Donc, si on ne parle pas de contamination, on parle de quoi? Moi, je parle d'absence d'impact. Enfin, il y a... Bon, enfin, on va la refaire, là, parce que je... Le responsable de la communication de l'usine intervient. La question, c'est est-ce que l'environnement est contaminé, quoi? Voilà. Oui. Donc, l'environnement, il n'est pas contaminé. Non, il n'est pas contaminé. Il n'est pas contaminé. Vous avez des traces, vous avez des traces, surtout des traces dans l'environnement. Il n'y a pas de contamination. On comprend la gêne de ces employés d'Areva. Depuis la naissance de l'usine, on leur demande un exercice de communication impossible. Ils doivent reconnaître que cette exploitation rejette des déchets radioactifs dans l'environnement sans avoir le droit d'employer le mot contamination. Il y a seulement des traces.
On sait qu'il y a des rejets radioactifs dans l'environnement, mais l'industrie nucléaire nous dit que ces rejets ne sont pas dangereux puisqu'ils sont en dessous des normes sanitaires. Le problème, c'est que lorsqu'Areva dit « nous sommes en dessous des normes », la bonne question, c'est est-ce que ces normes sont pertinentes? Et le problème, c'est qu'elles ne le sont pas. Ces normes sont basées sur le modèle Hiroshima-Nagasaki, où là-bas, les gens ont été exposés à une irradiation intense, mais externe et très courte. À La Hague, ça n'a rien à voir. Les gens qui vivent autour respirent en permanence, mangent en permanence des éléments faiblement contaminés de l'air de la chaîne alimentaire. Et donc, leur corps reçoit à de très faibles niveaux, mais en permanence, des doses de radiation à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une contamination interne, chronique, à très faible niveau. C'est pas du tout le même système, c'est pas du tout le même modèle. Et on l'a bien vu, par exemple, à Tchernobyl. En se basant sur ce modèle d'Hiroshima et Nagasaki, les scientifiques avaient dit « autour de Tchernobyl, on ne constatera jamais d'augmentation de cancer, c'est pas possible ». Et puis au bout de 5 ans, ils se sont aperçus qu'il y avait une épidémie massive de cancer de la thyroïde chez les très jeunes enfants, et ils ont été obligés de reconnaître que le modèle était faux. Eh bien, autour des installations nucléaires, c'est le même problème. On applique un modèle de risque qui n'est pas représentatif. Donc il y a bien autour de La Hague un impact de contamination de l'environnement, et il est très probable que ça conduise à un impact sanitaire. Et c'est pourquoi utiliser ce modèle pour prédire le nombre de gens qui auront un cancer autour de La Hague, c'est une absurdité scientifique. Être soumis à de faibles doses de radiation, ça augmente les risques de cancer. Ce ne sont pas les associations qui le disent, c'est la Commission internationale de protection radiologique. Cette commission considère, en ayant pris en compte les études qui existent sur l'homme, sur les animaux, que le modèle de risque sans seuil est le modèle le plus réaliste. Autrement dit, que considérer que toute dose, même très faible, augmente bien les risques de cancer, c'est le modèle qui rend le mieux compte de la réalité. Les usines de retraitement sont responsables de 80% des rejets radioactifs en Europe. Les associations environnementales et certains politiques vont jusqu'à remettre en cause leur nécessité. Pourquoi retraiter les déchets ? Notre enquête nous conduit à dresser un bilan précis de cette technologie qui est présentée comme un recyclage. Sur les plaquettes d'Areva, le cycle du combustible apparaît en circuit fermé. Les déchets ne sont même pas indiqués. Quand on recycle une bouteille en verre, on réutilise 100% de la matière. Qu'en est-il pour les déchets nucléaires ? Le groupe Areva joue la transparence et nous permet de visiter l'usine de La Hague avec Éric Blanc, son directeur. Nous enfilons la tenue des travailleurs du nucléaire, combinaison Areva, chaussettes Kojima et kit de sécurité. Les combustibles usés des 58 centrales françaises et de certains pays étrangers arrivent à La Hague par train et par route. Ils sont ensuite déchargés dans des enceintes totalement hermétiques par des robots. Tout contact avec le combustible serait mortel. Voilà, donc là on va s'approcher de la cellule de déchargement elle-même. C'est cette cellule qu'on aperçoit à travers le hublot blindé ici. On aperçoit le pont de déchargement dont la pince est en train de descendre sur la tête de l'élément combustible. Et on va voir l'élément combustible lui-même qui va être soulevé. Après le déchargement, les combustibles sont placés dans des piscines en attendant d'être retraités. Ils doivent encore refroidir et perdre de leur activité. Voilà, donc c'est une des 4 piscines d'entreposage intermédiaire des éléments combustibles. Vous avez dans cette piscine 9 mètres d'eau, dont 4 mètres au-dessus des paniers nous protègent intégralement du rayonnement. L'eau en elle-même, elle est contaminée par les poussières qui viennent des réacteurs. Et l'eau est filtrée en permanence par les pompes que vous voyez le long des bassins. Combien de temps est-ce que les combustibles sont entreposés en fait ? On estime qu'en moyenne, si je fais une moyenne, on les entrepose 5 années. La France a retraité des déchets étrangers, européens et japonais. Mais aujourd'hui, c'est essentiellement les 1400 tonnes de combustible français qui arrivent ici chaque année. Quand ils quittent les piscines, ils sont cisaillés et dissous dans un bain d'acide nitrique. Ce procédé permet de séparer les différentes matières présentes dans les barres.
Il reste à la fin 95% d'uranium, 1% de plutonium et 4% de déchets ultimes. La visite de cette usine démontre que le retraitement ne fait donc pas du tout disparaître la radioactivité comme beaucoup le pensent, mais il la concentre dans des déchets ultimes. Ils sont extrêmement dangereux car ils contiennent à eux seuls 99% de cette radioactivité. Ils sont coulés dans du verre fondu. Les containers de verre sont entreposés à La Hague dans des puits ventilés. Nous avons l'autorisation de les visiter. Si on prend l'exemple d'un réacteur de 1000 MW, ce réacteur va produire chaque année 20 tonnes de combustible usé. Et nous allons produire à partir de ces 20 tonnes de combustible entre 15 et 20 conteneurs de verre. Donc quelque part, un réacteur va fournir en termes de déchets de haute activité l'équivalent de cette surface au sol. Et si on transforme ça en parc nucléaire français, tout ce que la France consomme comme électricité nucléaire, 80%, eh bien, va générer chaque année uniquement cette surface en termes de déchets de haute activité. La surface des containers vitrifiés est effectivement faible. Mais certains de ces déchets de haute activité vont rester très dangereux pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Si on ne peut rien faire des déchets ultimes, le plutonium, lui, est réutilisable. Il contient énormément d'énergie. Il est mélangé à de l'uranium et constitue un nouveau combustible, le MOX. Ce combustible est effectivement réutilisé. Il alimente en partie une vingtaine de centrales en France. Mais le plus gros volume de matière récupéré lors du retraitement, c'est l'uranium. Il représente 95% des déchets. Nous devions filmer le site de Pierre-Latte où l'uranium de retraitement est entreposé. La veille du tournage, Areva a tout annulé. La seule question que nous leur posons est pourtant simple. Si le retraitement est réellement un recyclage, comment l'uranium est-il réutilisé ? Nous n'avons plus l'autorisation d'entrer sur les sites nucléaires, mais Jacques-Emmanuel Saulnier, le porte-parole d'Areva, nous reçoit. Que devient l'uranium de retraitement d'EDF ? Alors l'uranium de retraitement, il est entreposé sur le site de Pierre-Latte. Et au moment où le client souhaite le réutiliser, c'est une sorte de bas de laine qu'il se constitue, une réserve d'énergie, de matières premières, puisque le nucléaire a cette caractéristique que c'est une énergie recyclable. À partir du moment où le client nous le demande, alors ils sont envoyés dans des installations, soit aux Pays-Bas, soit en Russie, où là il va subir un nouveau processus d'enrichissement. Le groupe Areva ne dispose pas actuellement de ces technologies. Et donc, cet uranium issu du retraitement est envoyé dans les installations en Europe ou en Russie et donc réinjecté ainsi dans le cycle. On envoie de l'uranium de retraitement qui est réenrichi. Oui. Qu'est-ce qui revient ? Alors ça, il faut que vous posiez la question aux clients, puisque nous transposons chez eux, à leur destinataire, à leur demande, la matière pour qu'elle soit à nouveau enrichie et qu'ensuite elle soit transformée en combustible. Elle reste leur propriété. Il faut leur demander leur taux d'utilisation et la manière dont ils vont le réutiliser derrière. Le client en question, c'est EDF. L'uranium français part donc en Russie. Mais nous n'en saurons pas plus, ni de la part d'Areva, ni de celle d'EDF. Que devient exactement l'uranium de retraitement français ? Nous décidons de retourner en Russie. À Moscou, nous retrouvons Vladimir Tchouprov de Greenpeace Russie. Il enquête depuis plusieurs années sur les trafics d'uranium entre la Russie et l'Europe. Les matières qui viennent de France partent en fait à Tomsk, au milieu de la Sibérie. Vladimir nous y accompagne. Nous comprenons l'incroyable périple de l'uranium de retraitement français. Il quitte Pierre-Latte dans le sud de la France, parcourt 900 km jusqu'au Havre en train, puis 3500 km jusqu'à Saint-Pétersbourg en bateau et encore 3200 km en train pour finir ici, au fin fond de la Sibérie. Quand elle arrive à Tomsk, cette matière dangereuse a parcouru près de 8000 km.
Alexis Toropov est le contact de Vladimir à Tomsk. Il lui fournit toutes les informations sur les activités de la région. Il me semble que par là, il y a... Attention, ne parle pas trop fort, il ne faut pas que les cheminots nous repèrent et entendent ce qu'on dit. Il transporte l'uranium et les matières radioactives dans la direction de Seversk. Les transports d'uranium ne s'arrêtent pas à Tomsk. Ils ne font que traverser la ville et se rendent à quelques kilomètres de là, dans le complexe nucléaire de Tomsk 7. Comme tous les centres atomiques russes, Tomsk 7 est une ville fermée aux étrangers. Alors c'est ça la ville secrète de Tomsk 7. Oui, on l'appelle aussi Seversk. Combien a-t-elle d'habitants? 125 000 environ. Elle est bien protégée. Oui. La ville secrète de Seversk et le complexe nucléaire sont entièrement entourés de barbelés. Et le territoire qui entoure l'usine a évidemment des protections supplémentaires. Derrière ces barrières infranchissables, l'uranium de retraitement français est enrichi, mais nous ne pourrons pas le voir. La Russie a accepté de faire ce travail depuis les années 90. L'enrichissement permet de fabriquer du nouveau combustible pour les centrales. À cette époque, le pays en faillite n'avait plus les moyens d'entretenir ses installations nucléaires ni de payer son personnel. L'État et l'industrie nucléaire avaient donc proposé aux pays étrangers d'importer leur combustible irradié. Le développement de ce commerce de déchets radioactifs et de matières nucléaires a soulevé une forte opposition. Alexandre Dev est député de la Douma de Tomsk. Quel est le pouvoir des hommes politiques par rapport à l'importation des déchets? Nous ne pouvons qu'en discuter sans prendre aucune décision. Je suis député à l'Assemblée législative locale et même pour nous, les députés, tout est couvert par le secret. Notre seule source d'information est le communiqué de presse officiel des autorités régionales. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est absolument anormal et à mon avis, c'est cette situation qui est responsable en grande partie des craintes et de la méfiance de la population. Elle proteste contre la collaboration entre la Russie et la France. Car à cause de tous ces secrets, beaucoup d'habitants de Tomsk sont persuadés que la France envoie ici ces déchets radioactifs pour les enterrer. Évidemment, les habitants de Tomsk ne peuvent pas s'en réjouir. Les fonctionnaires du gouvernement et de l'industrie nucléaire doivent toucher des sommes très importantes pour l'importation de ces déchets radioactifs. Je pense que c'est une grave erreur et que la Russie ne doit pas signer de tels contrats. Depuis 1990, plusieurs centaines de tonnes d'uranium de retraitement français empruntent chaque année cette voie. Que deviennent-elles? Ça, c'est le train. Ça, c'est le train, oui. Ouais, c'est celle-là. Creusez un peu sur l'image. Ça, c'est l'usine militaire avec les tours de refroidissement. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà ce qu'on cherche. Voilà le problème. Ce sont les conteneurs d'hexafluorure d'uranium stockés sur le territoire sibérien. Et comme vous pouvez le voir, chaque point représente un conteneur. Ils mesurent tous 10 mètres. C'est pour ça qu'on peut les voir du satellite. L'image de ces champs entiers de containers est impressionnante. Ils sont à ciel ouvert, sans protection particulière. Nous voulons avoir la confirmation qu'il s'agit bien de l'uranium et obtenir des détails sur l'activité de l'usine. Des journalistes français sont ici. Ce sont des journalistes de la télévision franco-allemande.
Alexis, notre guide, essaie de convaincre des responsables et des officiels de nous rencontrer. Французские журналисты, Пятый канал, французско-германский канал. Они вас заинтересуют, они будут, знаете, что, Юрий Герасимович, то есть их... тележурналисты, поэтому они могут... Окей. Bonne nouvelle, Yuri Zubkov va répondre à nos questions.